vraiment pas de problème. Donc aujourd'hui, hop, pouf, on va parler des états de choc, fait qu'un sujet qui avait été, demandé par, l'un ou l'une, d'entre vous. Bon, ça va être un sujet où il va y avoir, de la pratique, mais pour parler des états de choc, on est obligé de parler de la physiopathe des états de choc. Donc ça va être un sujet qui va être un petit peu plus théorique par rapport à d'autres conférences, précédentes. On va essayer de vraiment simplifier et de pas trop, comment dire? Pas trop alourdir la physiopathe pour pas pour pas vous perdre en cours de route. Mais voilà, vraiment n'hésitez pas à m'arrêter si vous avez des questions. Donc tout d'abord, un état de choc, c'est une condition médicale sévère et ça correspond vraiment à une production d'énergie cellulaire qui est inadéquate ou à une diminution de l'utilisation de l'oxygène cellulaire qui est liée à une diminution du flux sanguin qui conduit à la mort cellulaire et à une défaillance organique. Ça, c'est vraiment la définition de l'état de choc. Donc c'est vraiment au niveau cellulaire un misfonctionnement entre énergie et oxygénation. On va vraiment repartir de la base, et vraiment simplifier là pour pas comme je vous disais, pour pas vraiment s'alourdir. Je pourrais vous donner des références d'articles si vous voulez aller, beaucoup plus, en détail, en profondeur sur la physiopathe des états de choc. Tout d'abord, il faut se rappeler que la distribution tissulaire en oxygène, elle va dépendre, tout d'abord des transporteurs d'oxygène, hein, qui sont l'hémoglobine, qui est capable en temps normal de transporter, pardon, jusqu'à 4 molécules d'oxygène, et d'une perfusion adéquate. C'est-à-dire que quand bien même on a des transporteurs d'oxygène, si on n'a aucun flux sanguin, aucune perfusion, notre oxygène ne va jamais être délivré à nos tissus. Donc tout ça, ça nous permet déjà de pouvoir affirmer une première formule qui doit vous rappeler des choses normalement, qui est que la distribution tissulaire en oxygène, donc la DO2, elle est égale au débit cardiaque fois la CO2, qui est la concentration artérielle en oxygène. Et comme on vient de le voir, la concentration artérielle en oxygène, elle dépend elle-même, de la quantité d'hémoglobine. Si vous avez par exemple un patient qui est très anémié ou qui a beaucoup moins d'hémoglobine, il va avoir beaucoup moins de transporteurs oxygène. Mais ça va également dépendre de la saturation, en oxygène de l'hémoglobine et de la pression partielle artérielle en O2. Mais cette première formule, elle est très, très importante. Vous allez voir que plusieurs choses vont découler de ça, mais on retient bien que la distribution tissulaire en oxygène, elle dépend du débit cardiaque fois la concentration artérielle en oxygène. Le débit cardiaque, lui, maintenant, on se souvient également, c'est également une formule qui doit vous rappeler des choses, que lui, le débit cardiaque, il est égal à la fréquence cardiaque fois le volume d'éjection systolique. Et on se souvient encore une fois que le volume d'éjection systolique, il va dépendre lui-même de la précharge, donc qui est déterminé par l'étirement des cellules ventriculaires, qui dépend surtout de la volémie, de la post-charge et de la contractilité du myocarde. On se souvient également que le débit cardiaque, il intervient dans la formule de la pression artérielle, puisque la pression artérielle, c'est le débit cardiaque fois la résistance vasculaire périphérique. Ces petites formules, hein, c'est vraiment du rappel, c'est des choses qu'on a dû voir, mais qu'on oublie assez rapidement. Moi, la première, hein, donc c'est toujours bien de les avoir à nouveau sous les yeux. Mais tout ça, toutes ces petites formules, finalement, ce que vous devez retenir de ça, c'est que la distribution tissulaire en oxygène, donc elle est vraiment dépendante d'énormément de facteurs. Il y a beaucoup de choses qui vont influencer sur la distribution tissulaire en oxygène. Donc oui, la fréquence cardiaque, le débit cardiaque qui lui-même va être modifié par la pression artérielle, par les résistances vasculaires périphériques. On va avoir aussi une influence de la contractilité du myocarde, précharge, post-charge, en tout cas énormément de facteurs, hémodynamiques qui peuvent qui peuvent varier et qui à ce moment-là vont influencer sur votre distribution tissulaire en oxygène et donc si votre distribution tissulaire en oxygène diminue, vous êtes face à un état de choc. Donc ça, c'est vraiment les petits rappels, pour se souvenir de ça. On se souvient également qu'il y a plusieurs types de chocs et là, vous allez voir, on va rentrer un chouïa plus dans le détail. Alors, il y a tout d'abord les chocs, donc les chocs les plus courants, en tout cas les plus communs, les plus connus, ceux qu'on rencontre le plus fréquemment, ce sont les chocs circulatoires. Donc à savoir que dans les chocs circulatoires, il y a le choc hypovolémique, celui auquel on est le plus souvent confronté, distributif, cardiogénique ou obstructif. Ça, c'est vraiment les 4 types de chocs circulatoires et on a également un choc métabolique ou hypotoxique. Le choc métabolique, c'est quand l'apport énergétique, il est normal, mais la cellule, elle est incapable d'utiliser l'oxygène pour fabriquer de l'énergie. Par exemple, empoisonnement au cyanure, un dysfonctionnement mitochondrial, donc ça, c'est des choses qu'on voit un petit peu moins souvent. Et le choc hypoxique, c'est quand vous avez une altération de votre rapport d'oxygène aux cellules, quand vous avez une diminution de votre SpO2 ou une anémie notamment. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on ne va pas nécessairement
comment dire? S'étendre, ce aujourd'hui, on va vraiment parler des chocs circulatoires qui sont les chocs qu'on voit quand même le plus souvent en urgence. Alors, on va commencer par le choc hypovolémique, qui est donc, comme je disais encore une fois, celui qu'on rencontre vraiment le plus souvent. Les différentes causes de choc hypovolémique. Bon, ça, c'est des choses que vous connaissez, hein. On peut avoir un choc hypovolémique hémorragique quand vous avez notamment soit des plaies externes qui vont être très importantes et qui vont causer des saignements importants, notamment quand elles commencent à toucher, par exemple, une petite artère ou artériole, ou des hémorragies internes, avec notamment les hémo-abdomens, par exemple. Vous pouvez avoir également ou des hémothorax, hein, secondaires, par exemple une intox au rhodonticite, c'est tout à fait possible. Vous pouvez également avoir des chocs hypovolémiques dus à des pertes importantes, donc soit des pertes gastro-intestinales, tout ce qui va être diarrhée, vomissement, des grosses gastro-entérites, qui peuvent être ou non hémorragiques, peuvent causer des pertes tellement importantes. Dépendamment, encore une fois, de à quel moment les propriétaires vous apportent le patient, que vous pouvez vraiment avoir un état de choc hypovolémique par perte gastro-intestinale, mais pas perte urinaire également. Et vous pouvez également avoir un choc hypovolémique lors de création d'un troisième secteur. Par exemple, si on prend un processus inflammatoire type pancréatite, on peut vraiment avoir accumulation liquidienne au niveau de l'abdomen, et vous pouvez avoir un choc hypovolémique secondairement à ça. Comment ça fonctionne? En résumé, on va voir un tout petit peu plus le détail. Quand vous avez une hypovolémie, vous avez donc une diminution de votre précharge. Or, on a vu juste avant que votre précharge, elle va définir votre volume d'éjection systolique qui lui-même va du coup modifier votre débit cardiaque. Donc, quand vous avez une hypovolémie, une diminution de votre précharge, vous avez une diminution de votre débit cardiaque, une diminution de la pression artérielle, une baisse de votre distribution tissulaire en oxygène, un état de choc. D'accord? Donc ça, c'est vraiment un petit peu la base de comment fonctionne un choc hypovolémique et pourquoi on a un choc hypovolémique. Les différents stades de choc hypovolémique. On va vraiment avoir comment dire, différentes stades. Encore une fois, ça dépend de quand est-ce que vous voyez le patient et de la sévérité de la condition initiale. Vous pouvez très bien avoir un choc qui va être non progressif et souvent auto-limitant et avec vraiment des mécanismes compensateurs qui vont se mettre en place très rapidement et donc l'animal va récupérer, va s'améliorer sans nécessairement avoir besoin d'une aide extérieure. Par exemple, une plaie qui est un petit peu saignée suite à un traumatisme, il peut y avoir un petit état de choc, mais finalement les mécanismes compensateurs vont rentrer en jeu et à ce moment-là, vous n'allez pas nécessairement observer, vous, quand vous allez voir le patient, de signes cliniques de choc. Vous pouvez également avoir un choc donc progressif, que là, les mécanismes compensateurs, ils sont dépassés. Donc, c'est-à-dire que là, par exemple, enfin, pas par exemple, mais c'est que là, l'animal vraiment nécessite une intervention médicale, il a besoin de vous, et c'est là que vous rentrez en jeu. Et malheureusement, vous pouvez également être face à un choc irréversible, où aucune intervention ne permet la récupération malheureusement, et à ce moment-là, ça se traduit par un décès. À savoir que c'est vraiment très, progressif. Vous pouvez très bien être face à un animal, vous, quand vous le voyez, qui a un petit choc progressif qui nécessite une intervention médicale, mais qui se traduit in fine par un choc irréversible. C'est vraiment possible, hein, c'est évolutif. Donc ça dépend encore une fois de l'intensité de l'hypovolémie, de la vitesse d'évolution, de la durée, de quand est-ce que vous voyez le patient et à partir de quel moment vous intervenez. Les mécanismes compensatoires qu'il existe. Alors, il en existe plusieurs dans l'organisme. On va voir un petit peu les plus fréquents, mais encore une fois en résumé. Donc, vous avez des barorécepteurs, hein, au niveau de votre organisme qui vont être capables de détecter une baisse de la pression artérielle. Cette baisse de la pression artérielle, elle va notamment activer votre système nerveux sympathique, qui va alors à ce moment-là libérer de la noradrénaline. Et la noradrénaline, on sait, hein, qu'elle a un effet vasoconstricteur, notamment artériel périphérique, ce qui va permettre d'augmenter les résistances vasculaires périphériques et donc de maintenir votre PA, donc votre pression artérielle. Donc ça, c'est vraiment un mécanisme compensatoire qui se met en place très vite et qui est très très important parce que, hop, une toute petite baisse de votre pression artérielle, l'organisme se met en action, on active notre système nerveux sympathique, notre noradrénaline et ça permet de maintenir une pression artérielle. Vous avez également une activation du système, rénine-angiotensin-aldostérone qui lui va permettre la libération de vasopressine et donc à nouveau une vasoconstriction, mais également une rétention hydrosodée. Ce mécanisme-là met par contre plusieurs minutes à heure. Il est un petit peu moins efficace rapidement et dans l'urgence, que le mécanisme de détection d'une baisse de pression artérielle par les barorécepteurs, par exemple. Et ensuite, vous avez des mécanismes très tardifs qui peuvent se mettre en place, mais notamment tout ce qui va être augmentation de l'absorption digestive des fluides, la sensation de soif, transfert de fluides et autres. Ça, c'est des mécanismes qui sont vraiment, vraiment plus tardifs.
Donc ici, il y a un article dans le Prativett qui est vraiment très, très bien, qui globalement, je sans, comment dire? Je me suis vraiment inspirée de cet article pour vous présenter aujourd'hui les différents états de choc. Il est en 3 parties, c'est 3 articles différents et vous avez ce schéma-là qui est repris, qui vraiment vous donne toute la physiopathe, hein, du choc hypovolémique, avec les différents mécanismes compensateurs. Il y en a certains dont on n'a pas parlé parce qu'ils sont un petit peu moins, comment dire? Efficaces ou en tout cas ils sont moins importants à connaître. Vraiment celui qu'il faut retenir, c'est plutôt l'activation du système nerveux central et la libération de noradrénaline notamment, qui est vraiment le mécanisme compensateur le plus important. Mais voilà, vous avez vraiment beaucoup plus de détails si vous le désirez ici. Au fur et à mesure, par contre, que votre choc s'installe. Donc, on a vu vos mécanismes compensateurs, ils se mettent en place. Dans certains cas, ça permet d'avoir une résolution spontanée ou de pouvoir contrôler votre état de choc. Par contre, au fur et à mesure, on peut vraiment avoir apparition cette fois-ci de mécanismes de dégradation et on entre dans une espèce de cercle vicieux. Notamment, donc, au niveau, tout d'abord, les deux principaux mécanismes de dégradation, ça va être votre ischémie cardiaque qui va se mettre en place secondairement à votre choc, hein, hypovolémie, baisse du débit cardiaque, baisse de la perfusion, baisse de la distribution, tissulaire en oxygène, donc ischémie cardiaque. Ce qui va vous provoquer une défaillance de votre myocarde. Vous pouvez avoir un choc cardiogénique et ou distributif associé, et donc ça va dégrader votre tableau clinique. Et vous avez également une hypoxie digestive et hépatique qui se met en place. Cette fois-ci, ça va libérer beaucoup d'endotoxines, ça va réduire un petit peu tout ce qui est, filtration, hépatique et donc vous allez avoir un développement de syndrome inflammatoire, d'une vasodilatation, d'une défaillance du myocarde et encore une fois, c'est un espèce de cercle vicieux qui se met en place si aucune intervention ne permet d'arrêter, ou d'améliorer, de sortir de cet état de choc au moment où vous voyez le patient. Donc ici encore le schéma qui va vous montrer cette fois-ci un petit peu plus, les différents mécanismes de dégradation au niveau de votre état de choc. Donc au fur et à mesure, vous avez vraiment les mécanismes de dégradation très importants qui peuvent se mettre en place et qui peuvent causer notamment des troubles hémodynamiques tels qu'une CIVD. Donc là, c'est vraiment, une intervention médicale, hein, qui est vraiment nécessaire puisque sans intervention médicale, ciblée et appropriée, votre patient, malheureusement ne s'en sortira pas. Ouais, pour le choc hypovolémique, c'est vraiment celui qu'on rencontre le plus souvent. On va voir après, hein, comment prendre en charge les différents états de choc et c'est vrai que chaque type d'état de choc va avoir une thérapie un petit peu plus ciblée. On va en parler dans une seconde partie. Voilà, vraiment retenez que le choc hypovolémique, il sa principale, comment dire? L'étiologie principale, c'est vraiment une baisse de votre pression artérielle et c'est là-dessus qu'il va falloir travailler, pour pouvoir améliorer votre patient. On verra ça dans un second temps. Le choc distributif maintenant, alors le choc distributif, j'ai l'impression qu'il a toujours été un petit peu plus flou, autant obstructif, cardiogénique, hypovolémique, c'est assez, évident. Distributif, en fait, vous avez une volémie qui est normale, mais par contre, vous avez une impossibilité de l'organisme à maintenir la vasoconstriction des vaisseaux de manière normale, ce qui va causer une vasodilatation et donc une baisse de votre résistance vasculaire périphérique et une hypoperfusion. Mais votre volémie en soi, dans un choc distributif, elle est normale, subnormale. Vous pouvez avoir une petite hypovolémie, mais c'est vraiment pas le mécanisme principal, c'est vraiment pas l'étiologie principale. C'est vraiment un dysfonctionnement, vasoconstrictif et donc une vasodilatation généralisée qui est à l'origine de votre choc distributif. Et donc les causes les plus fréquentes, ça va être tout ce qui va être des causes inflammatoires ou infectieuses, donc un choc septique, c'est un choc distributif. Il peut être également hypovolémique si, par exemple, on a un hémo-abdomen avec, accumulation d'un troisième secteur ou autre, mais pas d'un PIO, pardon. Mais votre choc, septique, il est avant tout distributif parce que le principal problème, c'est une vasodilatation, qui est responsable de cette hypoperfusion. Lors de syndromes inflammatoires systémiques, type, des pancréatites sévères, type des victimes d'incendie sévères, vous êtes face à un choc distributif et dans des cas très avancés ou très sévères, pardon, de choc anaphylactique, vous pouvez également être face à un choc distributif. C'est un peu les causes les plus fréquentes que nous, on voit en urgence de choc distributif. Comment ça fonctionne? Donc à la fois, dans les chocs distributifs, la physiopathe, elle est beaucoup plus, hem, «compliquée» entre guillemets. Je trouvais que ça allait vraiment trop alourdir. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a tout un mécanisme avec, notamment le calcium qui va être, hyper important dans le maintien d'une vasoconstriction normale ou non et avec des flux calciques, qui peuvent vraiment être, comment dire?
modifié par certains composés, notamment le monoxyde de carbone. En tout cas, si vous voulez vraiment la physiopathe très, 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 très précise, encore une fois, je vous donnerai des liens, mais elle était, à mon sens, pas nécessairement importante à savoir ici. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est plutôt l'origine et comment fonctionne un choc distributif. De la même manière que lors d'un choc hypovolémique, vous allez avoir des mécanismes compensatoires. Avec un débit cardiaque normal à augmenter quand vos mécanismes sont fonctionnels et diminuer lorsque vos mécanismes sont dépassés et non fonctionnels. Mais vraiment, retenez que lors d'un choc distributif, c'est vraiment un problème de résistance vasculaire périphérique et vous allez voir, ça va être très important, encore une fois, dans la prise en charge de votre choc et dans les traitements que vous allez mettre en place. Donc ça, c'est vraiment important de le savoir. Si voilà, maintenant vous voulez vraiment comprendre en détail, on peut discuter de la physiopathe très avancée ensemble. Il n'y a vraiment pas de problème. Le choc cardiogénique, maintenant, généralement, vous le connaissez, hein, le choc cardiogénique, c'est qu'on a une réduction de perfusion tissulaire qui va être induite par un dysfonctionnement myocardique, ce qui est assez intuitif dans le nom du choc, notamment à cause de cardiomyopathie en stade terminal, de rupture de cordage, de rupture atriale ou de défaillance myocardique secondaire à des syndromes inflammatoires systémiques ou des sepsis, avec libération notamment de nombreuses cytokines qui peuvent aller un petit peu embêter nos petites cellules myocardiques et causer des arythmies sévères qui peuvent faire une défaillance. Donc ça, c'est vraiment les origines assez classiques du choc cardiogénique. À savoir que donc, quand on a une atteinte de notre myocarde, on va avoir une baisse de la contractilité cardiaque, ce qui est assez intuitif puisque notre myocarde va fonctionner beaucoup moins efficacement. À ce moment-là, vous allez avoir une baisse de votre débit cardiaque et votre perfusion tissulaire. Ça va activer le baroréflexe. Encore une fois, comment dire, comme dans un choc hypovolémique, ça va activer votre système nerveux sympathique et libérer de la vasopressine pour essayer de mettre en place un mécanisme compensatoire. Sauf que, dans le choc cardiogénique, l'activation vraiment chronique du système nerveux sympathique va provoquer une tachycardie persistante qui va à ce moment-là augmenter la demande en oxygène du myocarde et causer une nécrose des myocytes. Donc il y a un espèce de je veux mettre en place un mécanisme compensateur, mais ce mécanisme, quand il est vraiment activé de manière chronique, il est plutôt délétère et va dégrader, vos cellules myocardiques et donc aggraver votre choc cardiogénique. On va en parler, à la fois encore dans la partie traitement, comment prendre en charge, un choc, cardiogénique. Et enfin, le choc obstructif, je pense qu'on va être très vite ouais, c'est ça. Le choc obstructif, généralement, dans un choc obstructif, donc vous allez avoir, libération de noradrénaline et de vasopressine qui va causer une vasoconstriction, encore une fois. Hem, alors le choc obstructif, c'est vraiment tout ce qui est, syndrome dilatation-torsion, ça va vous causer une obstruction. C'est tout ce qui va être tamponnade cardiaque, c'est tout ce qui va être, comment ça s'appelle? Ah, j'ai un trou de mémoire. Bah, voyons. Hem, pneumothorax, pardon. Ah, tout ça, c'est des, ah ouais, c'est ça, mais je pense que j'ai juste fait une on est bien sur le choc obstructif, hein, ici, on n'est pas du tout sur le choc, cardiogénique. Donc c'est ça, c'est comme je disais, les causes SDTE, tamponnade, donc pneumothorax, des embolies également, parce qu'en fait, à partir du moment où vous avez une obstruction de votre flux sanguin, vous allez réduire votre précharge, augmenter, éventuellement votre postcharge, réduire votre débit cardiaque et donc réduire votre pression artérielle, réduire, l'apport en oxygène au niveau tissulaire, et donc voilà, le pneumothorax, c'est le mot que j'ai cherché tout à l'heure. On va aller très vite sur le choc obstructif parce que finalement, il y a pas grand-chose à dire dessus. On verra à la fois dans la partie traitement comment prendre en charge un choc obstructif. Donc là, on a vu un petit peu les différents types de chocs avec encore une fois un accent un peu plus porté sur les chocs circulatoires et notamment le choc hypovolémique. On n'oublie pas évidemment le distributif cardiogénique obstructif, mais c'est vraiment l'hypovolémique qui a tendance un petit peu à prédominer en urgence. Mais maintenant, comment on reconnaît un état de choc? Parce que c'est là que vous allez rentrer en jeu. C'est quand vous avez un patient, est-ce que ce patient est en état de choc, oui ou non? Comment je peux le reconnaître? Donc généralement, les signes cliniques, ils vont être reflets de votre défaillance cardiovasculaire, de votre hypoperfusion périphérique et éventuellement des mécanismes compensateurs. L'hypoperfusion périphérique, elle se manifeste de plusieurs façons, hein. Elle peut vraiment se manifester par, une modification de la couleur des muqueuses, ce qu'on va voir, une hypoperfusion qui va vous causer une froideur des extrémités notamment. Donc voilà, ça peut vraiment se manifester de plusieurs façons. Donc au niveau de la défaillance cardiovasculaire, vous allez généralement observer, vous, lors de votre examen physique, une baisse de votre pression artérielle. Donc ça, vous pouvez vraiment, la sentir par la palpation du pouls. Donc quand vous avez un animal
qui semble en état de choc ou en tout cas qui semble vraiment pas bien, c'est toujours vraiment très important de prendre du temps à palper le pouls, donc vous le palpez à l'intérieur de la cuisse, hein. Vous pouvez également généralement avoir une petite tachycardie réflexe. Généralement, c'est plutôt une bradycardie paradoxale chez le chat, mais chez le chien, ça va être une petite tachycardie réflexe. Donc vous avez si vous avez un animal vraiment pas bien, en décubitus latéral avec une tachycardie, un pouls que vous sentez pas trop, ouais, vous êtes probablement face à un animal en choc. Si votre choc, il est léger ou débutant, évidemment, vous allez pas nécessairement avoir de modification de la qualité du pouls. Mais voilà, c'est vraiment important de passer du temps à chercher votre pouls. Je trouve que souvent, c'est un petit peu oublié, mais ça peut vous donner beaucoup d'informations. C'est sûr que en clinique, avec un Doppler, vous prenez votre pression artérielle, c'est bien plus facile d'avoir une mesure réelle pour vous aiguiller, mais utilisez vraiment tous vos sens cliniques et vraiment la palpation du pouls, ça peut vous donner énormément d'informations. Donc passez du temps à le chercher si vous n'avez pas l'habitude de le faire. Quand vous avez des animaux sains qui sont pas en état de choc, prenez vraiment le temps de palper le pouls. Comme ça, quand vous allez avoir un animal en état de choc avec un pouls diminué, pour vous, ça va être assez évident et assez clair. Donc vraiment prenez du temps pour ça, c'est très important. Et comme on le disait, l'hypoperfusion périphérique, elle se manifeste surtout par une vasoconstriction, une pâleur de vos muqueuses, une augmentation de TRC, une froideur des extrémités. Je vous ai mis un petit peu un tableau, on va pas nécessairement, passer beaucoup de temps dessus. Vous pouvez le screener ou vous le retrouverez dans le replay, mais c'est un petit peu les différents, comment dire? Éléments cliniques, que vous allez retrouver face à un état de choc, en ce qui concerne la température, la fréquence cardiaque, couleur des muqueuses, le TRC, la fréquence respiratoire, la pression artérielle et l'état mental, et selon votre type de choc, donc que vous soyez face à un choc compensé, décompensé précoce ou décompensé tardif. Vraiment, retenez que généralement, c'est à cause de la tachycardie, mais sauf chez le chat, hein. Les chats font un peu ce qu'ils ce qu'ils veulent. Vous pouvez vraiment avoir une bradycardie paradoxale chez le chat, donc retenez-le parce que ça peut un peu, au début en tout cas, nous mettre un petit peu, sur une mauvaise piste en se disant: «Tiens, c'est bizarre, il est bradycarde, je m'attendrais vraiment à avoir une tachycardie face à un état de choc. Je pense pas que mon chat soit en choc». Si, c'est vraiment une bradycardie paradoxale. Existe-t-il des biomarqueurs de choc qui peuvent vous aiguiller? Oui, les lactates. Calypso avait fait une conférence, hyper intéressante sur la lactatémie en urgence. Vous allez avoir énormément de détails, sur donc les différents types de lactatémie de type A, de type B, comment ça fonctionne, comment c'est en tout cas, vraiment, je vous réfère à cette conférence qui est extrêmement, bien faite. Mais sachez que oui, le biomarqueur de choc, ça va être principalement les lactates qui est le principal marqueur d'hypoperfusion. Pour rappel, on parle d'hyperlactatémie à partir de 2,5 millimoles par litre. L'intensité de votre hyperlactatémie va souvent être reliée à la sévérité de votre hypoperfusion et elle est notamment utile, cette valeur, dans le suivi et l'évaluation de l'efficacité de votre prise en charge. On va en reparler, mais avoir juste une valeur isolée des lactates, c'est très peu informatif. Ce qui est très important, très informatif, c'est vraiment de faire un suivi de votre lactatémie pour savoir un petit peu si vous êtes efficace. Ça, c'est le biomarqueur de choc le plus, fréquent. Après voilà, vous pouvez faire que ce soit à domicile ou en clinique, d'autres bilans sanguins, hein. On peut, notamment, par exemple, si vous suspectez un choc septique, votre glycémie va être, low. En tout cas, vous pouvez vraiment utiliser, tous les tests sanguins que vous avez à disposition si vous voulez, mais vraiment le biomarqueur du choc, ça va principalement être les lactates. Ensuite de ça, ça va être très important. Alors, on va pas passer beaucoup de temps là-dessus, mais ce qui va être important, ça va être de pouvoir pour vous identifier le type de choc. Parce que ça va permettre d'adapter la prise en charge et on va voir ensemble que les traitements ou les prises en charge peuvent un petit peu varier selon le type de choc. Un choc hypovolémique ne se traite pas nécessairement de la même façon qu'un choc distributif. Donc oui, c'est important de le savoir. Ce qui va surtout vous aider, ça va être votre anamnèse et votre examen clinique et ou vos examens complémentaires qui vont vraiment pouvoir vous orienter, hein, sur le diagnostic. Donc vraiment prenez du temps, stabilisez votre animal, mais ne négligez pas la communication avec les propriétaires, prendre une bonne anamnèse, et en stabilisant votre animal, passez du temps à également, réaliser des examens complémentaires qui peuvent vous mettre sur la piste, en urgence. Alors, c'est vrai que c'est un petit peu plus facile en clinique, hein, qu'à domicile, mais par exemple, en urgence, quand vous stabilisez, vous posez votre cathéter, vous prenez du sang. Pendant que vous continuez, vous pouvez lancer vos bilans sanguins pendant ce temps-là. Vous avez toujours l'échographie à portée de main. Bon, on en profite pour mettre un petit coup de sonde au niveau abdominal, thoracique et cardiaque. Donc vraiment, voilà, faites tout en même temps. On se focus sur la stabilisation, mais vraiment vos examens complémentaires vont vous donner beaucoup d'informations. À domicile, c'est un petit peu plus compliqué. Parfois, on peut être un petit peu, face à un manque
tous les vétérinaires à domicile, par exemple, ne sont pas nécessairement équipés d'un échographe, ce qui pourrait vous donner de l'information. Donc encore une fois, c'est vraiment de vous aider de vos, enfin, en tout cas de développer un sens clinique, et d'être extrêmement rigoureux dans votre examen physique, parce que, par exemple, bah, c'est votre palpation abdominale qui pourra vous mettre sur la piste d'un éventuel épanchement. Mais en effet, vous ne pourrez pas le confirmer à l'échographie. Donc c'est important vraiment d'avoir un examen clinique extrêmement rigoureux, très, très développé. C'est important dans tous les cas, mais encore un peu plus, je vous dirais, à domicile, parce qu'en effet, vous allez pouvoir vous fier uniquement à ce que vous arrivez à mettre en évidence sur votre patient sans vous aider, par exemple, d'imagerie pour vous aider à confirmer une hypothèse diagnostique. Donc, en effet, il faut être extrêmement rigoureux. Et maintenant, on va rentrer un chouïa plus dans le vif du sujet de la prise en charge des états de choc. Alors, elle s'oriente autour de 5 axes différents. Tout ce qui va être ventilation et oxygénothérapie, extrêmement important. Tout ce qui va être, fluidothérapie, soit de la fluidothérapie seule, soit associée à d'éventuels produits sanguins au besoin. Mais également tout ce qui est soutien cardiovasculaire et traitement de la cause spécifique et ou traitement autres, qui vont également avoir leur importance. Si on commence par l'oxygénothérapie, on va avoir différentes techniques. En première intention, quand vous avez un animal, qui est, en état de choc, ce qui est à portée de main, c'est un masque ou c'est du flow-by. Donc n'hésitez pas à mettre un masque à votre patient. J'ai mis la photo en noir et blanc parce que c'était un trauma, il y avait énormément de sang sur l'image, donc je l'ai un petit peu mise en noir et blanc pour avoir un petit peu moins cette impression, très sanguinolente. Mais voilà, vous mettez un masque, soit votre animal est entre guillemets «trop en choc» et donc vous pouvez juste poser le masque, ça va tenir tout seul ou alors vous demandez à quelqu'un de le tenir. Le gros avantage, pardon, c'est que ça permet d'atteindre des FiO2 quand même de 30 à 50, ce qui est pas négligeable et de manière très rapide. Par contre, sur certains patients, ça peut être très mal toléré, ça peut augmenter un stress, et donc induire une détresse respiratoire plus importante. Donc voilà, on force pas. Si l'animal ne le tolère pas, on force pas, parce que vous allez être beaucoup plus délétère. L'oxynothérapie, hein, c'est quelque chose que vous avez à domicile également et de toute façon, dès que vous allez sur un motif de consultation, animal, couché sur le côté non réactif, prenez toujours votre bouteille d'oxygène avec vous et ça aussi, c'est très facile. Vous pouvez très bien demander au propriétaire de juste tenir, le tuyau devant le nez, et votre animal a une oxygénothérapie, pendant le temps que vous passez à le stabiliser et à mettre en place les premiers traitements. En clinique, quelque chose qu'on n'a pas, mais on a la cage à oxygène. Ce qui a comme avantage, c'est que ça permet d'atteindre des FiO2 élevés, donc c'est uniquement pour les petits chats et les petits chiens. C'est très facile, vous le mettez dans la cage à oxygène et voilà, l'animal reste, on ne le touche pas, donc on ne le stresse pas. Cage à oxygène très pratique. Bon, ça nécessite oui, c'est un coût, ça nécessite un large volume d'oxygène. Ce qui est alors, c'est pas toujours facile de le prévoir, mais quand vous voyez des motifs de consultation, vous pouvez commencer à pré-oxygéner votre cage. Parce que si vous mettez votre animal dans la cage et que vous branchez votre oxygène, faut quand même attendre plusieurs minutes avant que ce soit assez oxygéné. Donc ça peut être un petit peu une petite perte de temps, une petite perte de délai au niveau de la mise en place d'une oxygénothérapie, appropriée. Et ce qui est important, c'est toujours si vous laissez des patients sous oxygène dans des cages d'oxygène, à la fois de contrôler la température, il y a souvent des hyperthermies qui peuvent se développer. On n'en a pas dans les MUV, mais ce qu'il faudrait normalement, c'est également un contrôle de la concentration en CO2, hein, parce qu'il peut vraiment y avoir des intoxications en CO2. Alors c'est souvent sur des cages qui sont entièrement hermétiques. Dans les MUV, les cages sont moins hermétiques, donc on suppose que la concentration en CO2 pardon, ne devrait pas, trop augmenter, mais en théorie, il faudrait un petit appareil de contrôle du CO2. Au niveau des autres techniques d'oxygénothérapie, vous pouvez également mettre des lunettes à oxygène ou des canules nasales. Ça permet d'atteindre des FiO2 un petit peu plus importantes, proches des 60 à 70 et non pas des 7. Avec des débits, on le rappelle, quand vous mettez des lunettes à oxygène ou des canules à oxygène, vous ne dépassez pas les 100 ml par kilo par minute. Globalement, sur l'appareil, c'est une unité pour 10 kilos pour 10 minutes. Vous avez un chien de 5 kilos, vous le mettez à 0,5, surtout pas à 2, à 3, à 4 ou à 5. Si vous avez un oxygène qui est froid, qui est extrêmement irrité, qui va être mal toléré. Donc, quand vous mettez des lunettes ou des canules, faites vraiment attention à la quantité d'oxygène que vous délivrez. Généralement, la quantité classique, encore une fois, c'est 1 litre par 10 kilos par minute. Si votre animal est vraiment très dépendant de l'oxygène et que 1 c'est pas assez, vous pouvez passer à 2 litres par 10 kilos par minute, mais allez vraiment pas au-dessus parce que c'est des concentrations sinon qui vont pas du tout être tolérées.
Si votre animal ne tolère pas du tout les lunettes, elle a tendance à tout le temps se les enlever, donc vous n'oubliez pas de mettre le petit scotch, hein, ça permet de les tenir un petit peu mieux, c'est bien pratique. Vous pouvez également mettre des canules à oxygène. Donc pour les canules, on se rappelle, on utilise alors ça, vous pouvez le faire aussi à domicile. On met une petite goutte de lidocaïne, on mesure la distance entre la narine et le canthus médial de l'œil, et c'est en fait, vous allez avancer votre canule de cette distance-là. On lubrifie bien, on l'insère donc en position ventromédiale, on fixe. Donc moi, comme vous pouvez voir ici, j'utilise pas des agrafes, je mets des petits points. Donc avec une aiguille, je passe dans la narine comme pour faire un petit piercing, pointe vers le haut, je passe mon fil dedans et ensuite je fais des petits nœuds. Hem, voilà, le placement peut être un chouïa stressant, mais ça peut être vraiment une très bonne, oxygénothérapie si votre patient le tolère. Donc ça, c'était déjà la première étape. Vous avez un patient en état de choc, on réfléchit pas, on lui met de l'oxygène. C'est très rapide. 2e étape, fluidothérapie. Donc la fluidothérapie, elle est particulièrement importante lorsque vous avez un choc hypovolémique ou un choc obstructif. Un choc hypovolémique parce que, bah, vous avez une perte de volume, donc il faut venir très, très rapidement compenser le volume perdu et dans un choc obstructif parce que vous allez avoir un mauvais retour veineux, donc il faut essayer de remplir un petit peu plus pour pouvoir, rétablir, une précharge normale. Au niveau des fluides que vous avez à votre disposition, les plus fréquemment utilisés et les fluides de première intention, c'est tout ce qui va être vos cristalloïdes isotoniques. Donc pareil, clinique, domicile, c'est exactement la même chose, ringer lactate ou NaCl. On va préférer, en fonction des volumes que vous administrez, peut-être plutôt du ringer lactate parce que du NaCl 0,9 à haut volume, à haut début, ça pourrait vraiment causer une acidose métabolique. Donc voilà, si vous avez le choix entre les 2, vous pouvez utiliser le ringer lactate de manière préférentielle. On se rappelle que chez les chats, on utilise alors j'ai mis 5 à 10 ml, mais vraiment le 10, moi je suis un petit peu frileuse. J'ai vraiment tendance à utiliser plutôt 5 ml par kilo, sur 15 minutes que vous pouvez répéter jusqu'à 3 fois et chez les chiens 10 à 15 ml, par kilo sur 15 minutes également que vous pouvez répéter jusqu'à 3 fois. Faites juste bien attention, hein, parce que le but c'est pas de causer une surcharge volémique à votre patient, ce qui pourrait être le cas. Donc soyez bien sûr, avant d'utiliser des bolus de fluide, que votre animal est hypovolémique et qu'il a besoin de fluide. Typiquement, on va le voir après, mais dans un choc distributif, généralement, la volémie de votre patient, elle est normale, subnormale. Il a peut-être pas besoin d'autant de volume, mais d'autres choses et vous pourriez causer une surcharge volémique. Donc faites bien attention. Une chose que je voulais rappeler, c'est que quand vous faites un bolus, vous avez 60 à 80 du volume administré qui va diffuser dans l'espace interstitiel et donc hors de votre espace vasculaire dans les 30 premières minutes. Donc, utiliser des bolus pour des patients déshydratés mais normovolémiques, ça a vraiment pas d'intérêt. C'est vrai que parfois on voit: «Ah, il était très déshydraté, j'ai fait plusieurs bolus», ça sert pas à grand chose. Vraiment, donc faites juste attention à cette utilisation-là. Ce que vous pouvez également utiliser, c'est les cristalloïdes hypertoniques, notamment le NaCl 7,5 que vous avez également, que ce soit en clinique ou à domicile. Alors, il faut vraiment faire attention, utiliser des beaucoup plus petits, volumes. Chez le chat, généralement, c'est 2-3 ml par kilo et chez le chien, pardon, en règle générale, 3 à 5 ml kilo. Généralement, on fait une seule administration. Les cristalloïdes hypertoniques, vous avez 2 options. C'est soit vous les utilisez en première intention, c'est complètement OK. Moi, j'avoue que j'ai tendance à les réserver si mes cristalloïdes isotoniques ne sont c'est comment dire? Si mon animal est toujours hypovolémique après ma résuscitation liquidienne à base de cristalloïdes isotoniques, j'ai cette fois-ci tendance à utiliser des cristalloïdes hypertoniques. Je vais faire, par exemple, 2 à 3 bolus d'isotonique, un d'hypertonique. Mais si vous voulez utiliser les hypertoniques en première intention, c'est absolument correct aussi. Faites juste attention, ça peut vraiment causer des hypernatrémies, donc c'est pour ça que généralement, on les donne une seule fois. Si vous voulez donner 2 fois maximum, il faut absolument faire des ionos de contrôle, avant chaque administration parce que vraiment une hypernatrémie, pourrait s'installer et être beaucoup plus délétère pour votre patient. Et pour rappel, comment ça fonctionne les cristalloïdes hypertoniques? Donc en fait, en donnant un hypertonique, vous allez augmenter l'osmolarité, pardon, de votre plasma. Ça va ainsi attirer l'eau dans votre espace vasculaire et donc vous allez avoir une expansion volumique qui va être beaucoup plus importante que le volume que vous perfusez. Pardon, donc c'est vraiment l'intérêt des hypertoniques. Vous allez ainsi avoir une augmentation très rapide de votre débit cardiaque, de votre contractilité et votre pression artérielle moyenne. L'effet, généralement, il dure 30 minutes à 2 heures. Donc, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez utiliser en urgence quand vous êtes face à un état de choc. C'est ça, voilà. Mais sachez juste que c'est un effet assez court, donc il faut que vous remplissiez votre patient différemment à côté de ça.
Et enfin, les colloïdes, le type Voluven, c'est très controversé. Les doses, c'est à peu près les mêmes que les cristalloïdes. Je sais même pas si on en trouve encore très facilement. Leur utilisation est assez controversée. C'est vrai que oui, ça pourrait sauver des patients, mais il y a vraiment des effets secondaires, assez importants, type insuffisance rénale ou coagulopathie. Personnellement, je crois que j'ai dû l'utiliser une seule fois en Nord-Amérique. Je saurais même pas vous dire en France à quel point c'est facile d'accès. Mais voilà, sachez que vous pouvez également donner des colloïdes. Ensuite de ça, les produits sanguins, alors c'est des choses auxquelles pour le moment, nous, on n'a pas encore accès. Alors à domicile, non, et en clinique, pas encore. Mais c'est important de le savoir parce que oui, ça pourrait vraiment être nécessaire. Votre patient pourrait vraiment en avoir besoin, notamment en cas de choc hypovolémique hémorragique, hein, évidemment, donc hémo-abdo, hémorragie externe ou autre. Vous avez différents types, hein, de produits sanguins, soit du sang total, soit un culot globulaire, soit du plasma. Donc on se souvient qu'un culot globulaire, ça c'est en fait du sang total qui a été, séparé, donc il y a vraiment uniquement que des globules rouges. Alors que dans le sang total, vous avez, bah, vos globules rouges, votre plasma, vos facteurs de coagulation et autres, mais le sang total se garde, 24 à 48 heures. Donc il faut que ce soit un prélèvement frais, ce qui est pas toujours disponible. Donc parfois on a du culot globulaire qui se stocke, hein, plusieurs semaines, dans un frigo spécifique. C'est important de le savoir parce que, par exemple, que vous soyez à domicile ou en clinique, ça va orienter votre prise en charge. Si votre animal est hypovolémique avec un hématocrite très diminué, il faut vraiment que vous ayez ce discours avec les propriétaires de votre animal va avoir de produits sanguins. Malheureusement, on n'en a pas à disposition, mais que vous puissiez référer le patient dans un espace adapté, là où on peut le transfuser. Et c'est vraiment important de le savoir. Juste pour notre culture personnelle, en général, on va donner 20 ml kilo sur 4 heures. Les premières 15 minutes, on va donner vraiment un tout petit débit avec un suivi extrêmement rapproché de tout ce qui est fréquence cardiaque, pression artérielle, fréquence respi et température pour s'assurer que notre animal ne fait pas de réaction transfusionnelle. Si tout a été OK pendant ces premières 15 minutes, ensuite on augmente le débit. Mais voilà, c'est important de le savoir, même si nous, c'est quelque chose qu'on n'est pas capable, dans les maisons des urgences, de fournir comme service. Il faut savoir que ça existe pour pouvoir transférer et adresser le patient au bon endroit, au besoin. Et juste pour rappel, c'est pas un hématocrite bas nécessairement qui juge de la nécessité d'une transfusion sanguine. Lors de chocs, généralement oui, parce que c'est une anémie qui va être suraiguë, donc votre animal va très, très rapidement être clinique de son anémie. On rappelle, hein, les signes cliniques de l'anémie, souvent, c'est une tachycardie, vous pouvez avoir un souffle cardiaque, un pouls faible, un animal qui va être très amorphe. Tout ça, ça peut vraiment être, secondaire à une anémie qui, en état de choc hypovolémique, est souvent, suraiguë. Donc là, oui, votre animal a besoin de produits sanguins. Par contre, vous pouvez très bien avoir des anémies chroniques qui vont être extrêmement mieux tolérées par les animaux parce qu'ils vont s'habituer, surtout les chats, hein. Vous pouvez très bien avoir un chat en anémie chronique à 15 12-13 qui va pas être clinique de son anémie versus un chat en anémie suraiguë à 20 qui va être très clinique de son anémie et avoir besoin de transfusion, rapidement. Donc ça, c'est vraiment juste une petite aparté, on sort un petit peu du sujet des chocs, mais on retenez que c'est pas nécessairement une valeur isolée d'hématocrite qui va nous dire si l'animal a besoin d'une transfusion ou non. C'est la valeur d'hématocrite plus aigu/chronique, plus la clinique. Est-ce que mon animal est clinique de son anémie ou non? Donc voilà, c'était juste un petit aparté. Troisième axe de prise en charge dans nos chocs, ça va être le soutien cardiovasculaire. Alors le soutien cardiovasculaire, c'est cette fois-ci que notre choc distributif, entre en jeu. Mais en effet, il va être principalement important, et nécessaire de le mettre en place lors de chocs distributifs. On se rappelle, la volémie de notre patient est pas nécessairement altérée, c'est vraiment un problème de résistance vasculaire périphérique et donc de vasodilatation. Ou de choc ou dans les cas de choc hypovolémique sévère qui ne répond pas à la fluidothérapie. Hem, donc le soutien cardiovasculaire passe par l'administration de molécules, cardiovasculaires et les 2 principales utilisées, ça va être la noradrénaline et l'adrénaline. Vous pouvez également avoir la vasopressine, mais la vasopressine, elle est très difficile à trouver, puis de toute façon, elle est quasiment pas utilisée. C'est vraiment noradré et adré, nos 2 molécules de choix. On a tendance à préférer notre noradrénaline qui présente beaucoup moins d'effets secondaires parce qu'elle agit, enfin l'adrénaline agit sur tous les récepteurs adrénergiques à l'inverse de la noradrénaline. Donc l'adrénaline va avoir pour effet d'être très tachycardisante, elle va augmenter votre demande en oxygène du myocarde et autres. Donc quand on a le choix, on préfère la noradrénaline. Par contre, la noradrénaline, elle est beaucoup plus difficile, d'accès. C'est vraiment
réserve hospitalière et autres, donc on n'en a pas forcément. À domicile, on n'en a pas. En clinique, on n'en a pas non plus et c'est dur de pouvoir s'en procurer. Donc on a tendance dans ces cas-là à utiliser l'adrénaline, mais voilà, sachez que si on a le choix, on préférera toujours la noradrénaline. Hem On va voir un petit peu les doses après et juste dans le soutien cardiovasculaire, petit aparté, si vous avez une dysfonction myocardique, donc avec notamment un choc cardiogénique, vous pouvez également utiliser vos inotropes qui sont notamment le Pimo et la dobutamine. Que ce soit pour l'adré ou pour la noradrénaline, généralement, ça va se donner en perfusion continue. On fait des dilutions pour avoir une concentration de notre, produit à 1 milligramme par ml, et les doses, c'est de 0,1 à 1 pour l'adré et de 0,2 à 2 pour la noradré, microgrammes kilo minute. Généralement, on va avoir tendance à utiliser la plus petite dose possible et si c'est pas suffisant, l'augmenter. Pour ça, c'est sûr que ça nécessite un suivi très rapproché de notre pression artérielle, hein, qui est, ce qu'on cherche à augmenter. C'est souvent parce qu'on a des hypotensions réfractaires qu'on utilise, la noradré ou l'adré. Donc vraiment avec un suivi, très, très précis. Généralement, la façon dont je fonctionne, c'est que je commence toujours à la plus petite dose, je prends ma pression artérielle, je laisse 10 minutes. Si au bout de 10 minutes, j'ai pas d'effet, à ce moment-là, j'augmente. Je Puis si j'ai pas j'augmente de 0,1 en 0,1 ou de 0,2 en 0,2 selon si c'est adré ou noradré. Puis si j'ai pas d'effet, je continue à augmenter jusqu'à avoir une pression artérielle que je juge acceptable, et bah, voilà, je laisse ça, puis c'est vraiment des augmentations, des diminutions progressives. Mais voilà, l'adré, la noradré, vraiment hyper utile dans des cas de choc distributif où vous avez un problème au niveau de vos résistances vasculaires périphériques. Donc c'est vraiment ces molécules-là qui vont venir vous aider et donc notamment quand vous avez des chocs septiques, hein, c'est vraiment extrêmement important d'utiliser les vasopresseurs. J'ai l'impression qu'ils sont pas assez utilisés, et vraiment il faut les utiliser parce que votre patient en nécessite, en fait. Dobu et Pimo, bon, Pimo vous connaissez, Dobu on l'utilise un petit peu moins, je vous ai juste mis les doses pour information. Heu et le troisième axe, ça va être le traitement de la cause spécifique et ça, c'est principalement vrai et important lors de chocs obstructifs. C'est-à-dire que si vous avez un choc obstructif, vous pouvez donner tous les fluides que vous voulez à votre patient, à part risquer une surcharge, vous allez ça va pas faire grand-chose. Il faut vraiment que vous veniez lever l'obstruction. Donc si c'est un SDTE, c'est par, décompression stomacale. Donc soit vous faites, une décompression par, trocar, direct à l'aiguille, soit vous faites avec, une sonde, orogastrique comme vous voulez, mais c'est vraiment en faisant une décompression stomacale et en levant l'obstruction que vous allez pouvoir aider à la prise en charge de votre choc. Donc c'est hyper important quand vous avez une tamponade cardiaque, la tamponade cardiaque, c'est la seule urgence cardiaque, hein, qui nécessite des bolus de fluide, donc on n'hésite pas à en donner. Mais par contre, si vous faites pas de péricardiosynthèse, c'est pareil, vous allez pas du tout être, efficace dans votre prise en charge. Pour un pneumo, il faut faire une thoracosynthèse. Donc vraiment, ça, c'est extrêmement important lors de chocs obstructifs. Si vous ne levez pas l'obstruction, vous pouvez faire tous les bolus que vous voulez. À part surcharger l'animal, vous allez pas être efficace du tout. Donc, pensez vraiment à lever cette obstruction-là. Une péricardiosynthèse, ça fait peur, mais c'est vraiment pas si compliqué que ça. C'est plutôt quelque chose qu'on fait en clinique. Je sais que certains le font à domicile, c'est très bien. C'est vrai que moi, je recommande toujours qu'il y ait un suivi ECG et autres, qu'on soit dans des conditions extrêmement propres. Donc c'est pour ça que c'est mis en clinique, mais c'est une question de vie ou de mort et que vous avez à le faire à domicile, faites-le à domicile. Elodie avait fait une conférence, il y a quelque temps sur justement les tamponades cardiaques, qui est disponible en replay. Donc encore une fois, je vous réfère à cette conférence qui était extrêmement, intéressante si vous voulez, un peu plus d'infos là-dessus et notamment des tips pour faire des péricardiosynthèses. Et enfin, au niveau des traitements supplémentaires que vous allez pouvoir, administrer à votre patient, bon, bah, c'est voilà, une antibiothérapie si vous suspectez un choc septique, généralement large spectre, donc on va commencer avec de l'Unasym. C'est, probablement mon expérience nord-américaine. C'est vrai que moi j'ai tendance à sortir le Marbo, beaucoup plus, assez rapidement dans des cas de choc septique. Vous pouvez, si vous avez accès à du métronidazole, faire, Amox et Métro IV, parce que nous, on n'en a pas dans les MUV, en région parisienne. N'hésitez pas à utiliser vos gastroprotecteurs. Vous pouvez avoir des lésions digestives très importantes secondaires à votre hypoperfusion, donc on protège notre système digestif. S'il y a une hémorragie externe que vous voyez, évidemment, le but, c'est de l'arrêter, et une fois que votre animal est stabilisé, bah, c'est de le transférer en clinique, hein, pour la suite des soins. Ça ne sert à rien de faire juste une stabilisation de l'état de choc à domicile et de laisser l'animal ensuite à la maison. Ça nécessite vraiment une surveillance continue. Donc on stabilise puis on transfère, c'est extrêmement important. Voilà pour les états de choc. Ce qui va vraiment vous aider à diagnostiquer votre choc, encore une fois, c'est vos signes cliniques. Donc avoir un sens clinique développé, puis vraiment prendre du temps dans votre examen clinique tout en stabilisant votre animal. Si vous savez identifier votre type de choc, c'est, hyper intéressant parce que ça va vous permettre de mettre en place, une thérapie adaptée. Encore une fois, hein, vous pouvez très bien avoir un choc septique,
Personnellement, sur un choc sectif, donc il y a un choc distributif, j'ai toujours tendance à donner 1 ou 2 bolus de fluide, mais c'est vrai que si mon animal ne répond pas à mes fluides, très rapidement, je vais avoir tendance à sortir mes vasopresseurs. Donc c'est important d'identifier votre choc pour pouvoir mettre en place votre thérapie adaptée et ciblée. Et les axes thérapeutiques vraiment les plus importants, c'est votre fluido, votre oxydothérapie, votre support cardiovasculaire, et je ne l'ai pas rajouté, mais pour un choc obstructif, le traitement de votre obstruction. C'est vraiment les axes thérapeutiques les plus importants et ce qui va permettre de stabiliser et ou sauver votre petit patient. Voilà pour les états de choc. Si vous avez des questions, comme d'habitude, je suis évidemment disponible. Moi, je voulais juste revenir sur ce que tu disais sur les péricardiosynthèses à domicile. Des fois, comme tu dis, il n'y a pas le choix parce que juste le transport peut être tellement stressant que Ouais, ça va finir de lâcher. ouais, Donc, très honnêtement, si vous avez une tamponnade bien costaud à domicile, essayez de lever avant hospitalisation. Après, je ouais, suis aussi d'accord, c'est hospitalisation obligatoire derrière, de ouais. toute manière. Mais si vous le faites, c'est même pour le trois quarts des DTE, ça peut arriver que malheureusement, des fois, au standard, on puisse passer à côté d'un DTE parce que les gens ne le décrivent pas du tout comme un DTE. Et du coup, dans ces cas-là, c'est pas plus mal d'éventuellement essayer de regarder pour que l'animal soit plus confortable et respire un peu mieux déjà, avant de l'envoyer en clinique. Ouais, exactement. C'est en fait ce qu'il faut dans Ça permet de ralentir l'état de choc, en fait. C'est surtout ça ouais, pour moi. exactement, exactement. C'est exactement ça. Puis c'est vrai que les épanchements péricardiques, les hémopéricardes, vous pouvez Mm. avoir un hémopéricarde sans tamponnade, auquel cas c'est pas une urgence de le ponctionner, parce que pour rappel, la tamponnade, c'est vraiment quand vous avez un collapse et une insuffisance cardiaque droite. Donc si vous n'avez pas de tamponnade, vous pouvez très bien stabiliser votre patient avec notamment un bolus de fluide et vraiment le référer en clinique. Si par contre, oui, vous avez une tamponnade cardiaque, alors ce qui est difficile, c'est que la tamponnade, c'est à l'écho, hein, c'est que vous pouvez faire la différence entre est-ce que j'ai une tamponnade ou non. Donc, si Mm. vous n'avez pas d'écho, c'est votre sens clinique qui va pouvoir vous permettre de trancher entre les deux. Si vous avez un animal qui a des bruits cardiaques assourdis, mais qui est pas si mal, référez-le. Puis encore une fois, enfin, c'est difficile parce que si vous avez pas d'écho pour confirmer votre épanchement péricardique, allez ponctionner à l'aveugle. Personnellement, moi, je le recommande pas. Si vous avez un Parce animal en que décubitus latéral et que vous êtes sûr de vous, vous n'avez pas d'écho, mais vous êtes sûr, 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 sûr que c'est un épanchement péricardique, why not? Voilà, faites quand même attention. Prévenez toujours les risques aux propriétaires parce qu'aller ponctionner un éventuel épanchement qui n'en est pas, ce que vous allez faire, c'est aller chatouiller votre cœur qui va pas être content, causer des arythmies. Donc, ouais, c'est touchy, hein, les épanchements péricardiques à domicile parce que c'est faut... touchy, mais ça se fait quand même Oui, relativement bien. oui, oui, ça se fait, je suis C'est complètement d'accord. Mais que, sans en plus écho, de il faut ça, être... t'as d'autres signes. T'as le cœur assourdi, enfin, Oui, t'as tous oui, les signes d'état de choc. oui. Et franchement, si t'en arrives à avoir, par exemple, une jugulaire turgescente, Mhm. là, moi, je dis, il faut y aller parce que Non, non, mais pour moi, là-dessus, je suis entièrement jugulaire d'accord. turgescente, il y a tamponnade, tu vois, Oui, derrière. oui, exactement. Là-dessus, je suis entièrement d'accord. Mais c'est ça, c'est que si on n'est pas trop sûr et que l'animal est pas si mal, je préfère qu'il Mm. soit envoyé en clinique plutôt que d'être ponctionné à l'aveugle. Mais oui, c'est en effet, comme je disais, si on est sûr de soi parce que tous les signes sont là, go. Mais voilà, il faut toujours prévenir les Mm. propriétaires. Et Oui, du bien coup, sûr. De toute façon, il faut prévenir les propriétaires que quoi qu'il arrive, ce pronostic, il est ouais, jamais non, c'est ouf, quoi. sûr. Et du coup, Jenny, Quoi pour qu'il arrive. le troquin, moi, la façon dont je fais, j'utilise pas de matériel adapté. Alors, j'avais Donc, tendance à ouais. utiliser des cathéters de bovins quand j'étais au Canada, parce que comme ils sont très longs, c'était vraiment très pratique, parce que Mm. souvent, c'est quand même des chiens de grande race. Autrement, sinon, oui, tu utilises soit une aiguille, soit un cathéter. Moi, je préfère le cathéter parce que, donc, Mm. tu rases, tu scrubs, tu mets un petit peu de lidocaïne, tu plantes, enfin, t'insères ton cathéter vraiment le plus à la perpendiculaire possible, là où tu sens ton choc précordial. Une fois que tu as un petit peu de sang, bah, tu vas pousser ton mandrin, retirer ton aiguille. Et en fait, au fur et à mesure que tu vas vidanger ton épanchement, c'est ton cathéter qui va venir un petit peu gratouiller ton cœur, mais c'est beaucoup moins traumatique que si c'était le bout de ton aiguille. Donc, moi, je préfère les faire au cathéter. Certains les font à l'aiguille. Je te dirais que c'est vraiment très, très personne dépendant. Mais à ce moment-là, Moi, le j'utilise des cathéro, c'est dur, cathéters hein. verts. Ouais, on n'a pas dans les Rose pouces, ou mais vert. catérose, ça marche, ouais. Rose, parfois, ils peuvent être Entre un chouïa court quand un c'est peu des grands petit, ouais. chiens. C'est ça le problème. C'est pour ça que les Mm. catés de bovins sont vraiment bien, ou d'équins, là. Mais je te dirais souvent caté rose, mais comme ça reste des maladies de grands chiens, au fur et à mesure que tu vides ton épanchement, parfois,
t'as plus de sang, puis quand tu regardes, t'en as encore à l'écho, mais parce que t'es un peu trop loin. Donc, vert, c'est pas mal aussi, en fonction de ce que t'as. Et ça arrive chez des super chiens, c'est chez des petits chiens, pardon. C'est déjà arrivé, généralement, les épanchements péricardiques Comatose. chez les petits chiens. Ouais, c'est souvent ou des traumas ou des ruptures de cordage. Puis à ce moment-là, bah, tu Ouais. utilises un petit cathé bleu, genre le petit shih tzu qui a son épanchement péricardique, un petit cathé bleu, c'est assez. Et maintenant, pour répondre à ta première question, si l'animal est en tétchak et qui peut être intubé, c'est possible. Oui, tu peux l'intuber, mais généralement, alors, si ton animal en état de choc a besoin d'être intubé, c'est parce qu'il est en arrêt cardio-respiratoire. Autrement, c'est pas comme, comment dire, On c'est a pas comme passé des l'état de choc là. détresses respiratoires sévères ou des obstructions des voies respiratoires hautes qui ont absolument besoin d'être intubées. Là, c'est juste qu'il faut que tu administres de l'oxygène pour le soulager, mais pas besoin généralement, t'as pas besoin de l'intuber, sauf s'il est en arrêt. Voilà. Et D'autres oui, questions? Jennifer, choc précordial. Euh, Généralement, on préfère du côté droit parce que enfin, vous avez moins de risques puisque vos coronaires passent à gauche. Donc, généralement à droite, là où tu sens ton choc précordial. J'avais une question sur le choc cardiogénique. Mhm, Ouais, si c'est, enfin, ma question, c'est si c'est vraiment purement d'origine cardiaque, mhm. on a quand même le TRC va être augmenté quand même si la Ben, volémie en fait, est alors, normale. faut différencier parce que le problème avec le choc cardiogénique, c'est que, comment dire, oui, vous pouvez avoir un TRC augmenté, puis le choc, enfin, comment dire, faut, le choc cardiogénique, c'est quand vraiment tu as une condition cardiaque qui te cause un état de choc. C'est pas nécessairement une maladie cardiaque en tout début de décompensation, elle va pas nécessairement être responsable d'un choc. Donc, c'est vraiment, oui, quand tu as un état de choc associé à une maladie cardiaque, tu vas avoir les signes de choc. D'accord. Mais par contre, du coup, c'est pas un peu, enfin, on fait des fluides quand même ou pas? Non, justement. C'est pour ça, la seule urgence cardiaque pour laquelle on fait des fluides, c'est la tamponnade, qui est un choc obstructif. Mais non, un choc cardio. Ben, en fait, je dis non, mais ça dépend parce que si c'est un choc cardiogénique secondaire à une défaillance myocardique secondaire, par exemple, à un sepsis ou un SIRS, donc un syndrome Ah oui. inflammatoire systémique, là oui, ton animal va avoir besoin de fluide et tu vas surtout avoir besoin d'éventuellement traiter des éventuelles arythmies qui vont souvent être des extrasystoles ventriculaires, donc qui se traitent à la lidocaïne. Si par contre, tu as un choc cardiogénique secondaire à une maladie cardiaque avancée ou rupture de cordage ou autre, là, cette fois-ci, il faut pas que tu mettes de fluide. Donc, je te dirais que le choc cardiogénique, les fluides, ça va surtout être en fonction de l'origine de ton choc cardiogénique. Et si c'est un choc cardiogénique secondaire à une défaillance myocardique due, par exemple, à des arythmies ou autre, ou un choc cardiogénique dû à une modification de ta morphologie cardiaque, donc faut faire la différence entre les deux. Ok, merci. Et du coup, oui, Jenny, c'est vraiment à l'endroit. Ah bah oui, mais je t'ai répondu. Putain, je radote et je perds la boule, c'est au coup. Oh, pardon. Ok. D'autres Parfait. questions? Ouais, si vous avez des Ouais, non. questions, n'hésitez pas. Je crois que Jenny est juste en train d'écrire, donc je vais attendre de. Ah bah non. Ah Ah, bah ouais. moi non plus. De rien. Alors du coup, la semaine prochaine, ce sera Kali normalement qui vous lancera le webinar. Je serai en backup au cas où, vu qu'on est en plein changement, au cas où il y a un problème. Mais en tout cas, va continuer à passer sur Teams pour l'instant. Donc voilà. Bah écoutez, bonne après-midi à tous. Si Agathe a quelque chose à rajouter. Non, moi c'est bon. Ok, bah super. Et ben, bon après-midi à tous. Bon après-midi.